Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure 100% bénévole est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Douleurs de règles, infections urinaires, mycose vaginale, endométriose, troubles de la fertilité, ménopause, vous aurez reconnu ici quelques-uns des mots qui peuvent toucher la moitié de la population, j'ai nommé les femmes. Accompagner la santé féminine par la naturopathie, c'est la mission d'Aurélie Salvador depuis 8 ans. Kinésiologue, naturopathe et autrice de plusieurs ouvrages, elle conjugue avec passion toutes ces facettes. Son histoire personnelle l'a conduite à se tourner plus spécifiquement vers les femmes touchées par l'endométriose. C'est un sujet dont on parle de plus en plus et qui concerne une femme sur 10 en âge de procréer. Mais pourtant, savons-nous vraiment ce qu'est l'endométriose ? Comment la naturopathie peut-elle aider les femmes qui en sont touchées ? Lançons le sujet. Bonjour Aurélie, bienvenue dans ce podcast. Je suis ravie que tu puisses participer. Est-ce que tu as quelques mots à rajouter à cette introduction ? Non, c'est tout à fait ça. Donc bonjour Audrey et merci de m'accueillir sur ce podcast. Comment la naturopathie est arrivée dans ta vie et pourquoi cette spécialisation ensuite dans la santé féminine ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors la naturopathie, ça a toujours fait partie de ma vie, comme je te le disais la première fois qu'on s'était eu au téléphone. Je connaissais pas vraiment ce mot, mais c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par les plantes, la santé naturelle en général. Et puis c'est revenu un peu plus tard. J'ai d'abord été formée en kinésiologie. Et puis c'est vrai que dans mes consultations, j'avais besoin d'aller un peu plus loin dans mes recommandations, notamment sur l'alimentation et puis aussi sur les conseils en phytothérapie, etc. Donc c'est pour ça qu'après j'ai fait le choix de me former encore à la naturopathie. Et voilà, c'est pour vraiment accompagner de façon holistique les personnes que j'ai en consultation. Et alors pourquoi cette spécialisation dans la santé féminine ? Pour ce qui est de la spécialisation en santé féminine, c'est venu tout naturellement en fait, de par mon vécu personnel. J'étais confrontée à des troubles gynécologiques assez tôt dans ma vie, des douleurs. Après, plus tard, j'ai rencontré l'infertilité. Donc, avant même que le mot d'endométriose soit posé, j'ai cherché par moi-même en fait, des solutions naturelles pour m'aider parce que j'ai vécu pendant plus de 10 ans une errance médicale qui m'a poussée vraiment à chercher par moi-même des solutions. Et c'est vrai que c'est surtout dans la naturopathie, l'ostéopathie, en fait, toutes ces thérapies holistiques et de bien-être que j'ai trouvé vraiment des solutions. Donc c'est pour ça que j'ai choisi après de me spécialiser en santé féminine. Et c'est aussi pour ça que le livre a découlé, mon premier livre, le guide pratique de l'endoga, parce que c'était là que j'avais vraiment regroupé toutes les solutions que j'avais pu mettre en place pour moi. Alors, qu'est-ce que la naturopathie ? En quoi ça consiste ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que peut-être que certaines personnes en ont entendu parler, mais ne savent pas vraiment comment la définir et qu'est-ce que ça regroupe. Alors vraiment, si on définit la naturopathie comme le décrit l'OMS, c'est un ensemble de méthodes de soins qui visent à renforcer les défenses de l'organisme naturellement, en tout cas par des moyens considérés comme naturels. Moi, j'irais au-delà en disant en fait que c'est vraiment un art de vivre dont l'objectif en fait c'est vraiment de permettre à la personne d'avoir son propre équilibre et de l'adapter par une hygiène de vie qui va être saine et des méthodes aussi, on va piocher dans la boîte à outils du naturopathe avec des méthodes dites naturelles comme la phytothérapie, l'hydrothérapie, l'exercice physique, l'alimentation, etc. Voilà, ça c'est un petit peu toutes les astuces que va choisir le naturopathe pour pouvoir accompagner la personne. Et il faut savoir aussi que c'est une méthode qui est ancestrale, une médecine ancestrale, au même titre que la médecine ayurvédique et aussi la médecine chinoise. Donc c'est vraiment plus une médecine de prévention, plus que de soigner le symptôme, même si on sait faire aussi pour soigner.
Et alors, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est l'endométriose? Je pense on en entend beaucoup parler ces derniers temps, mais c'est pareil, c'est un peu comme la naturopathie. Il y a peut-être voilà, des choses qu'on pense mettre derrière et qui en fait ne sont pas vraiment là, quoi. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un topo là-dessus sur l'endométriose? Oui. Alors, l'endométriose, en fait, il faut savoir que c'est une maladie gynécologique qui est chronique et inflammatoire. Elle se caractérise par la présence de cellules qui ressemblent à de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus. En fait, ces cellules créent des lésions inflammatoires, donc ça peut créer des adhérences, des kystes, des endométriums, etc. Et c'est ça qui va créer les douleurs. En tout cas, un des symptômes, ça va être surtout les douleurs. À la différence, on peut voir aussi l'adénomiose. L'adénomiose, c'est ces cellules qui vont infiltrer le muscle de l'utérus. On va vraiment avoir une approche assez similaire dans les deux cas, mais voilà, c'est la petite différence. Voilà quoi dire de plus sur l'endométriose. Et comme je le disais en introduction, ça toucherait une femme sur 10 en âge de procréer, c'est ce que j'avais trouvé dans mes recherches. Oui, alors c'est en vue d'être encore augmenté. D'accord. Ça serait même, en ce moment, on penche plutôt pour une femme sur 7-8, D'accord, ouais. Suivant les dernières études. Parce qu'il y a eu beaucoup de retard de diagnostic, donc maintenant on en parle un peu plus, les femmes se font mieux diagnostiquer, donc voilà. Après, effectivement, on dit que c'est des femmes en âge d'être réglées. Ouais. Certaines disent qu'à la ménopause, ça arrête la maladie, mais parfois certaines lésions peuvent rester et créer encore des désagréments, donc c'est assez complexe comme maladie. Est-ce qu'on connaît les causes de cette maladie? Alors, l'endométriose, il y a plusieurs causes possibles, en tout cas on a plusieurs pistes. C'est une maladie qui est pour moi multifactorielle. Les principales pistes, donc ça serait la génétique, où effectivement dans une même famille, c'est assez fréquent qu'on retrouve plusieurs femmes atteintes d'endométriose. Il y a également une piste épigénétique, c'est-à-dire la pollution, les perturbateurs endocriniens qui peuvent vraiment accentuer la maladie. On retrouve aussi tout ce qui est émotionnel. On sait qu'avec un vécu traumatique, ça peut être le déclencheur de la maladie également. Il y a peut-être aussi une piste sur la déficience du système immunitaire et d'autres pistes qui sont en cours de recherche. Ok. Et donc tu parlais aussi d'inflammation tout à l'heure. Oui. Voilà, est-ce que justement l'hygiène de vie globale, ça peut avoir, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais est-ce que ça peut avoir des effets et est-ce que ça pourrait potentiellement être une cause du développement de la maladie? Oui, ou pas forcément? Complètement. Ça peut aussi être une cause. On sait que, par exemple, les perturbateurs endocriniens, que ce soit dans nos cosmétiques ou dans notre alimentation, enfin même dans les ustensiles qu'on utilise pour la cuisine, ça peut créer des tissus inflammatoires, etc. Notre alimentation aussi, qui est qui est pro-inflammatoire plus qu'à certaines époques ou autres. Et même dans certains pays, ça se remarque. Il y a des pays où ils ont une alimentation qui est plus saine. Et effectivement, il y a moins de cas d'endométriose et de maladies chroniques en général. Donc effectivement, dans le cas d'endométriose, plus on va veiller à l'inflammation en général et plus ça va aller mieux. Quels sont les symptômes de l'endométriose? J'imagine qu'ils sont multiples. Oui, c'est ce qui rend le diagnostic très compliqué. L'endométriose peut avoir des impacts sur plusieurs systèmes. Alors, on parle du système gynéco, donc on pense aux douleurs de règles, qui est un des premiers symptômes pour reconnaître la maladie. Il peut y avoir des douleurs pendant les rapports, il peut y avoir des douleurs quand on va aux toilettes, à la miction, à la défécation. Il peut y avoir aussi des douleurs digestives. Il peut y avoir également d'autres troubles digestifs type ballonnement, difficulté à digérer, etc. Ça peut être aussi des douleurs urinaires. C'est vraiment très très global. On sait qu'il y a même des fois des lésions qui se posent au niveau des poumons, donc ça peut créer des douleurs thoraciques, etc. Donc le principal symptôme, ça va être les douleurs. Et après, il peut y avoir d'autres choses qui vont se mettre autour, comme des règles hémorragiques, des pertes de sang en dehors de la période des règles. Il peut y avoir également de la fatigue chronique, parce que forcément, l'épuisement du corps fait qu'on tombe dans une fatigue chronique qui est très compliquée à gérer aussi. Voilà, c'est vraiment très très large en termes de symptômes, donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi à identifier. Et justement, qui peut poser ce diagnostic-là?
Alors, maintenant, il y a des équipes qui sont spécialisées dans la recherche d'endométriose. Ça se passe, l'examen de contrôle vraiment de référence, ça va être l'IRM, qu'il faut faire avec une équipe spécialisée, justement. Vraiment, j'insiste sur la recherche d'endométriose parce que c'est eux qui vont être à même de voir vraiment les lésions où elles peuvent être. Et le protocole pour cette IRM-là est bien spécifique aussi pour vraiment tout voir. D'accord. Donc, pour se faire noter un IRM, il ne faut pas hésiter à demander à son gynécologue ou à son médecin traitant, quand on a un doute en tout cas, de vérifier. Et est-ce que pour toi, justement, le fait qu'on ait mis du temps ou on mette du temps à diagnostiquer, en tout cas, cette maladie chez des femmes, est-ce que ça viendrait pas du fait que la douleur de règles, par exemple, elle a souvent été normalisée? On se dit, en fait, c'est normal que les femmes aient mal quand elles ont leurs règles. Complètement. Ça a été tellement banalisé, le fait d'avoir des règles douloureuses, d'avoir mal pendant ces règles, que finalement, en fait, la parole des femmes n'a pas été beaucoup écoutée. Et puis, c'est un sujet qui est assez tabou. Ça fait pas si longtemps qu'on en parle, que ce soit des règles, de tout ce qui touche à l'intime, de la sexualité, des troubles, justement, quand on a des douleurs pendant les rapports. Enfin, on n'ose pas forcément en parler. Voilà, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder, donc c'est sûr que quand on se retrouve en face d'un professionnel qui n'est pas toujours à l'écoute, parce que le problème qu'en fait il y avait une double peine, c'est-à-dire que déjà c'est pas facile d'en parler, mais en plus les professionnels n'étaient pas forcément bien formés. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, l'endométriose, ça représentait juste quelques heures dans le cursus d'un médecin, donc forcément on oublie, on n'y pense pas toujours, donc voilà. C'est pour ça que ça rendait les choses compliquées. Maintenant, le fait que ça devienne de plus en plus public, qu'on en parle, que les associations soient beaucoup plus mobilisées, etc., et qu'on ait plus de visibilité là-dessus, ça permet justement de mieux diagnostiquer aussi. Et qu'est-ce que ce diagnostic, il permet? À partir du diagnostic, est-ce qu'il y a un suivi qui est mis en place? Est-ce qu'il y a des solutions médicales qui sont apportées? D'un point de vue médical, médecine traditionnelle, classique, on peut proposer tout ce qui est mis sous ménopause artificielle, donc des pilules, qui va permettre de mettre la maladie en sommeil, entre guillemets, qui va éviter de faire proliférer la maladie, parce qu'en fait, vu qu'il n'y aura plus de règles, il n'y aura plus l'inflammation cyclique liée aux fluctuations hormonales. Ça, c'est une des solutions. Suivant la maladie, les dégâts qu'elle a pu faire, parfois, on propose aussi la chirurgie. Et suivant aussi la patiente, parce que là où elle en est à ce moment-là, parce qu'en fonction de si on est en désir de grossesse ou si on est ado, que si on a 40 ans, ça va pas être les mêmes propositions qu'on va avoir. Voilà, donc ça, c'est les deux gros points qu'on va pouvoir nous proposer par la médecine traditionnelle. Après, on peut être accompagné aussi du coup en naturopathie, parce que quand on sait effectivement ce qu'il en est, qu'on a le diagnostic posé par le médecin, on peut adapter avec des plantes qui vraiment vont être efficaces et adaptées pour le cadre de l'endométriose. Et l'alimentation également, mais bon, ça après. Oui, on y reviendra sur justement les solutions naturelles. Et finalement, est-ce que le fait de poser le diagnostic le plus tôt possible, ça a des effets, c'est bénéfique ou pas? Oui, c'est bénéfique dans le sens où on arrive à stabiliser la maladie de suite, à de suite la prendre en charge, à adapter de suite son hygiène de vie pour faire en fonction de manière à ce que en fait, la maladie ne progresse pas. Donc, de cette façon-là, c'est mieux. Oui, parce que donc, c'est quelque chose qui évolue, comme tu dis, ça peut aller sur différents systèmes après. C'est ça. C'est une maladie qui peut évoluer, comme elle peut être en sommeil. En fait, on a encore très peu de recul sur cette maladie, finalement, comparé au nombre de personnes qui en sont atteintes. C'est encore en cours de recherche, et heureusement qu'il y a de plus en plus de recherches là-dessus. Mais oui, c'est une maladie qui, pour le moment, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on peut la guérir, parce qu'il n'y a aucun médicament capable de soigner l'endométriose. La chirurgie, ça dépend des personnes. Il y en a chez qui ça ne revient pas du tout. Il y a des personnes chez qui des lésions reviennent. Donc, encore une fois, ça peut être une solution, mais c'est pas forcément... ça aussi, il faut savoir, c'est pas forcément la solution miracle. Mais en tout cas, maintenant, il y a de plus en plus de solutions. Donc, on trouve encore de quoi faire. Et au plus tôt c'est pris, mieux c'est. Ok. Alors justement, comment la naturopathie, elle peut aider les femmes touchées par l'endométriose?
Alors, avec la naturopathie, on va utiliser plusieurs pistes. Moi, quand je suis avec une cliente en consultation, la première des choses qu'on va voir, c'est revoir l'alimentation, pour voir s'il y a des choses à améliorer, de manière à à diminuer les aliments inflammatoires et à augmenter les aliments qui vont être bénéfiques pour la sphère gynécologique et qui vont justement aider à limiter l'inflammation dans le corps. Donc ça va passer par exemple, augmenter les oméga 3 ou comme les petits poissons gras, les bonnes huiles, ce genre de choses-là. On va favoriser les fruits et les légumes, les fibres vont pouvoir aider justement à évacuer le surplus d'hormones, notamment les oestrogènes qui sont souvent en excès en cas d'endométriose. Voilà, c'est des petites choses sur lesquelles on va venir travailler avec l'alimentation. Après, il va y avoir une partie phytothérapie, où en fonction des symptômes de la personne, on va pouvoir venir soit travailler sur les douleurs, soit sur l'inflammation, soit sur les règles hémorragiques, pour essayer d'équilibrer tout ça. Et après, on va conseiller aussi une activité qui peut être adaptée, une activité physique plutôt douce. Après, ça dépend des personnes, mais en général, on part plutôt sur une activité plutôt douce pour garder de la mobilité dans le petit bassin et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'adhérence qui vienne se positionner, ou en tout cas que ça cristallise pas les organes. Ça peut être aussi une piste. Et après, tout ce qui est ostéo, sophrologie, hypnose, enfin voilà, toutes les techniques qui peuvent venir en soutien. Donc là, tu dis que notamment que le mouvement, en fait, ça peut contribuer à comment dire, à améliorer, ou en tout cas à ne pas faire proliférer la maladie, en fait. Le fait de garder en mouvement. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'endométriose, ça crée une stase de sang dans le bas-ventre. Donc ça crée des ballonnements, des lourdeurs, et puis ça vient un petit peu, quand il y a des adhérences, ce genre de choses, ça vient un peu se cristalliser, entre guillemets. Et le fait de garder un mouvement régulier, ça permet de faire circuler, un peu comme, c'est un conseil qu'on pourrait donner à tout le monde, mais en tout cas, ça permet de faire circuler tout ce qui est système sanguin, la lymphe, etc. Et de garder le mouvement justement naturel du corps sans qu'il y ait de choses qui se coincent un petit peu. Et voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens aussi qui se posent la question, est-ce qu'on peut être accompagné en naturopathie si on a déjà un traitement hormonal, par exemple ? Oui, on peut complètement venir compléter l'approche de la médecine traditionnelle. Bien sûr, on va adapter les plantes pour pas qu'il y ait d'interférences, mais on peut quand même travailler l'alimentation. Certaines plantes vont pouvoir être prises même avec le traitement. Et si on fait le choix de ne plus être sous traitement, c'est possible aussi. Donc on va venir juste s'adapter à ce qui a été mis en place à la base et au désir de la personne. Donc ça peut être complémentaire à la médecine classique sans problème. C'est complètement complémentaire. C'est une médecine qui est dite intégrative, en fait, où on va vraiment travailler ensemble avec le médecin. Donc j'ai vu dans mes recherches que souvent l'endométriose était associée à l'infertilité. Est-ce que toi, tu as pu remarquer ça ? Est-ce que endométriose égale infertilité, ou est-ce que c'est pas forcément automatique ? Alors, c'est pas automatique. Souvent, on l'identifie, en tout cas, on les associe ensemble parce que très souvent, c'est lors d'un cas d'infertilité, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va poser le diagnostic de l'endométriose, parce qu'on va faire des recherches et des analyses pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est là qu'on trouve l'endométriose. Mais il ne faut pas forcément l'associer, parce que l'endométriose, en tout cas pour les personnes atteintes d'endométriose, c'est que 30% des cas où ils vont être confrontés à de l'infertilité. Alors ça ne veut pas dire de la stérilité, hein. C'est des difficultés à avoir un bébé, qui va souvent passer par de la procréation médicalement assistée, ou en tout cas une petite aide. Mais voilà, ça ne représente pas du tout la majorité des personnes atteintes d'endométriose. Ça, c'est aussi une fausse croyance qu'on peut avoir là-dessus. Mais ça s'explique, cette fausse croyance, par le fait effectivement que c'est souvent dans le cadre de recherche pour l'infertilité qu'on est diagnostiqué, en tout cas, d'endométriose. Et donc là, tu as donné des solutions naturaux, pour pouvoir aider ces femmes-là. Et tu parlais aussi de douleurs possibles pendant les rapports sexuels. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des choses qu'on peut faire pour limiter ces douleurs le plus possible ? Oui, on peut y travailler dessus. Alors déjà, le fait d'avoir une hygiène de vie anti-inflammatoire, on va dire, par l'alimentation, les plantes, ça peut effectivement réduire les douleurs et les lésions, en tout cas les lésions, les douleurs, donc ça va y travailler aussi dessus. Les douleurs pendant les rapports, il y a plusieurs types de douleurs. Chez certaines femmes, ça va être plutôt des douleurs profondes.
En fait, c'est lié aux positions des lésions et à l'inflammation. Ou chez d'autres femmes, ça va être des douleurs vraiment tout le long ou à l'entrée. Voilà. Et en fonction des douleurs, on va pouvoir trouver des solutions différentes. En tant que naturopathe, on va pouvoir réorienter vers des ostéos, des kinés qui vont venir travailler aussi avec des manipulations parfois en interne pour venir travailler et habituer le corps à cette sensation et en quelque sorte déprogrammer le message de la douleur. Oui. Et après, il va y avoir aussi, moi j'aime bien conseiller des fois des huiles de CBD qu'on peut utiliser en lubrifiant, qui vont avoir un effet aussi un petit peu antidouleur, donc ça va aider aussi. Parce que donc ça serait aussi, quand tu parles de manipulation, etc., peut-être que le corps, en fait, il a enregistré justement ce message que ça peut faire mal, donc peut-être qu'il se crispe encore plus et que du coup, il y a ce cercle vicieux un peu qui se met en place. Il y a de ça aussi. Alors effectivement, c'est vrai que c'est une zone qui est très innervée, très sensible, donc effectivement, il y a toujours un message qui revient où c'est douloureux. Parfois, ça l'est vraiment, et puis parfois, en fait, ça crée le fait d'être toujours douloureuse, ça crée une hypersensibilité à la douleur. Donc, pour ça aussi, il y a des plantes, donc là aussi, on va pouvoir le travailler, mais effectivement, aussi, avec l'ostéo et le kiné, ça aide bien à compléter l'approche. Parce que effectivement, le cerveau, une fois qu'il a imprimé ça, on a tendance à... Oui, à appréhender ce moment, et après c'est le corps qui parle. C'est ça, on appréhende le moment, ça crée des crispations et ça facilite pas les choses. Mais voilà. Après, pour le cadre de troubles justement d'endométriose et qui impactent la vie sexuelle, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par une sexologue, ça peut aider aussi. Ok, ouais. Mais c'est vrai, comme tu disais, c'est encore des choses des fois un peu tabou, on n'ose pas forcément en parler. Pareil, on se dit non mais c'est normal, un tel m'a dit qu'elle avait aussi un peu mal et tout. Enfin, voilà, c'est pas évident, oui, c'est des sujets un peu délicats. Déjà, il faut en parler avec le partenaire, le ou la partenaire. Ça, c'est vraiment la première chose hyper importante. Et puis, si vraiment c'est compliqué, après, il y a d'autres solutions. Donc, effectivement, en naturopathie, moi, je vais pouvoir donner des pistes. Mais la kiné, l'ostéopathie, le sexologue va pouvoir aider aussi. Donc, voilà, il y a quand même des solutions. Ouais, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils, parce que donc tu es aussi spécialiste, je le disais, de la santé féminine. Oui. Est-ce que pour le domaine de la santé féminine, pour les femmes, est-ce que tu aurais 2-3 conseils pour rester en bonne santé au quotidien? Alors, en fait, les conseils, ça va être sensiblement les mêmes. En fait, c'est surtout de veiller à son alimentation. Et ça peut être pareil, mais pas forcément qu'en santé féminine, mais pour tout le monde, et notamment pour les maladies chroniques. D'avoir une alimentation plutôt anti-inflammatoire et réduire les produits pro-inflammatoires type alimentation industrielle, les sucres raffinés, les huiles, les mauvaises graisses, etc. Voilà, ça c'est pour ce qui est de l'alimentation. Après, d'avoir une activité physique régulière. Je dis pas d'avoir une activité physique intense, mais en tout cas, par exemple, si c'est juste une demi-heure de marche tous les jours, ça c'est hyper important. De garder le corps en mouvement, parce que dans nos vies, on est très sédentaires finalement. Et on a quand même besoin de garder le mouvement pour que toute la machine fonctionne bien. Et après, on peut mettre en place, effectivement, s'il y a des petites problématiques, il y a des plantes qui peuvent aider en santé féminine. Par exemple, le framboisier, c'est la plante de la santé féminine par excellence, parce qu'elle va vraiment s'adapter à tout un tas de cas de figure, que ce soit des règles abondantes, des douleurs d'endométriose, des dérèglements du cycle. Voilà, ça c'est une des plantes qu'on va pouvoir conseiller très facilement. Même pour l'accouchement, ça va venir faciliter. Voilà, ça serait la plante de la femme. Et donc ça sera à prendre sous quelle forme plutôt? Alors, on peut la prendre sous forme de gémothérapie. Là, vous allez pouvoir retrouver la posologie sur les flacons du laboratoire. Ou aussi en tisane, par exemple, en période de règles, c'est bien de la prendre pour reminéraliser l'organisme, pour essayer de compenser les pertes en minéraux qu'on peut avoir par nos règles. Donc on a parlé endométriose, mais est-ce que tu accompagnes aussi, quand on parle de santé féminine, par exemple, cette période qui est la préménopause ou la ménopause? Oui, on va venir travailler aussi en naturopathie la périménopause. C'est hyper intéressant parce que souvent, c'est aussi un sujet tabou. Finalement, on en parle, mais sans vraiment aller au fond du problème. Et les femmes qui arrivent à cette période de périménopause se retrouvent vite démunies parce qu'elles se sentent pas forcément comprises. Et les solutions qu'on leur propose, pas forcément idéales. C'est souvent des traitements hormonaux qui sont
parfois contre-indiquées, on ne peut pas toujours les mettre en place parce qu'il y a peut-être des antécédents dans la famille, etc. Donc voilà. Et pareil, en période de ménopause, on va pouvoir venir travailler avec certaines plantes. Là aussi, ça va pas être les mêmes du coup, mais effectivement, il y a quand même des choses à faire avec la naturopathie. Garder une bonne hygiène de vie pour éviter d'avoir ces symptômes, parce que finalement, c'est plus le symptôme, parce que la ménopause, c'est quelque chose qui est normal. C'est le symptôme qui est plus dérangeant. Oui, comme les bouffées de chaleur, par exemple. C'est ça. C'est ça. C'est plus là-dessus qu'on va venir travailler pendant la période de périménopause. Sachant que chaque conseil, finalement, est à individualiser. Enfin, c'est le propre de la naturopathie. Donc là, c'est des conseils généraux, mais c'est tout l'intérêt de venir consulter, en fait, pour avoir des conseils vraiment adaptés. C'est ça, complètement. Alors, c'est vrai que d'un point de vue général, voilà, une alimentation anti-inflammatoire, ça, tout le monde peut y s'y mettre, il n'y a aucun souci, aucune contre-indication à ça. Après, voilà, pour ce qui est des plantes, vaut mieux venir, et même des autres conseils, mais vaut mieux venir en consultation et voir un petit peu ce qui peut être adapté vraiment pour sa personne, parce que une plante qui va être adaptée à quelqu'un ne va pas forcément l'être au voisin, donc et vice-versa. Donc voilà, il faut vraiment bien identifier les besoins de chacun. Est-ce qu'il existe des associations spécialisées, on va dire, dans l'endométriose qui peuvent aussi accompagner les personnes voilà, peut-être, je me dis, des personnes atteintes de l'endométriose aimeraient rencontrer d'autres personnes qui sont aussi atteintes de cette maladie pour pouvoir en parler entre elles, etc. Donc, est-ce que ça existe en France, des associations comme ça ? Oui, il y a plusieurs associations qui existent. Les deux plus grosses en France, ça va être EndoFrance et EndoMind. Il y en a d'autres qui se développent, même au niveau régional, il y en a plusieurs, suivant les régions. EndoFrance, moi je travaillais pas mal avec eux, j'interviens pour des conférences, des tables rondes. C'est vrai que c'est un moment où on peut justement expliquer, par exemple pour décrire les bienfaits de la naturopathie, donner des pistes, etc. Lors des tables rondes, on peut échanger entre nous, entre personnes qui sont atteintes d'endométriose. Ça peut aider même des personnes, des accompagnants de la famille qui ne sait pas forcément comment gérer la maladie au quotidien, qui a envie d'aider. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de se rapprocher de ces associations. Surtout qu'elles-mêmes peuvent être force aussi d'orientation sur des professionnels qui vont être plus à même d'accompagner l'endométriose, que ce soit vraiment sur du médical ou des thérapies ou des médecines douces. Donc ça, c'est vraiment une super ressource. Oui. On les retrouve très facilement sur Internet, donc on peut les contacter. Et je disais en introduction aussi que tu as écrit différents ouvrages. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces différents ouvrages donc, qui sont liés à l'endométriose ? C'est ça. Alors le premier, c'est le guide pratique de l'EndoGirl. Ce livre, en fait, c'est vraiment un recueil de toutes les solutions naturelles que j'ai pu mettre en place pour moi. Et j'avais envie de le partager. Je trouvais ça dommage de ne pas faire profiter à d'autres personnes. Et de ce livre a découlé le second, Endométriose maculine bienfaisante et naturelle, parce que dans ce premier livre, j'avais écrit beaucoup de recettes de cuisine et finalement, on a fait un choix éditorial, on va dire. On pouvait pas tout mettre dedans, donc on a fait le choix de séparer et de proposer vraiment un livre de cuisine très sympa, avec les photos, etc., comme un objet qu'on aurait envie de feuilleter, pour se faire plaisir, même en mangeant sainement, parce que des fois, c'est vrai que quand on nous dit il faut enlever tel aliment, après on se trouve un peu perdu et frustré. Mais qu'est-ce que je vais manger ? C'est ça. Mais moi, je vais pas manger que des graines, alors que non, c'est pas du tout ça. Donc c'était un moyen de montrer qu'on peut se faire plaisir avec une alimentation saine. Et le dernier livre, c'est le cahier de vacances naturopathie. Ce cahier de vacances, là, ça traite pas de l'endométriose, mais de la naturopathie vraiment au sens large pour faire découvrir ou même redécouvrir la naturopathie et puis aussi se poser des questions sur soi, où on se situe, mieux connaître son corps, nos réactions, etc. Super. Merci beaucoup merci d'avoir à toi. présenté ces différents ouvrages. Et en tout cas, tu parlais beaucoup de recettes anti-inflammatoires, etc. Et je pense qu'on peut retrouver pas mal de ressources dans ton livre, justement, sur de recettes. Je pense que ça peut donner envie et donner des idées aux gens qui ne savent pas forcément vers quoi se tourner, quoi. C'est ça. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Des fois, on se fait une montagne alors que les règles de base sont très simples, finalement. On dit de revenir aux aliments le moins transformés possible, privilégier des aliments de qualité, et déjà on est pas mal. C'est déjà un grand pas, quoi. C'est ça. Si on veut prendre rendez-vous avec toi, comment on fait et où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, on peut déjà me contacter sur internet. Donc, il y a mon site internet, c'est aureliesalvador.com, ou sur mes réseaux, notamment sur Instagram, donc Aurélie Salvador naturopathe, ou même sur Facebook, c'est la même chose, Aurélie Salvador naturopathe. Là, je suis facilement joignable, et en plus, il y aura des ressources parce que je partage des fois des recettes, des astuces, etc. Et sinon, il y a mon agenda en ligne, directement en lien sur mon site ou mes réseaux, pour prendre rendez-vous. Donc, voilà, ou on me contacte directement. Donc pour le moment, tu es à Castelnaudary, mais tu vas bientôt changer de cabinet. Oui, je déménage bientôt. Je rends le cabinet à Castelnaudary à la fin du mois. Ouais. Je vais me faire opérer le mois prochain pour l'endométriose. Ça, c'est ce qu'on avait dit en off aussi. Oui. Et je suis en train de créer donc tout un complexe santé bien-être paramédical sur la Bastide d'Anjou. Donc il y aura 4 cabinets, dont le mien, qui devrait ouvrir, normalement je croise les doigts, en décembre. Décembre 2023. Oui, okay. C'est ça. Super. Merci beaucoup Aurélie pour ce témoignage, toutes ces réponses, et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Merci. Merci à toi. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.